Bonjour à tous, une nouvelle chronique asiatique consacrée aujourd'hui à la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Une rencontre qui a été qualifiée, en Corée du Nord bien sûr, d'historique, qui ne l'est peut-être pas autant que les rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2018 et 2019, mais qui n'en est pas moins importante. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir à la fois le contenu de cette rencontre et ce fameux accord d'armement que les deux parties ont contracté, mais aussi et surtout peut-être la symbolique et notamment ses conséquences sur l'environnement sécuritaire en Asie du Nord-Est. Alors sur le contenu, il convient d'abord de dire qu'on ne sait pas exactement de quoi il ressort, puisque les deux pays n'ont pas communiqué officiellement sur ce sujet. Cependant, on sait qu'il est inclus d'un côté la livraison de munitions de la part de la Corée du Nord à la Russie, qui en a besoin dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et puis côté russe, un accord qui, semble-t-il, s'oriente davantage vers les technologies spatiales et notamment satellitaires. Le fait d'avoir justement visité les installations spatiales russes nous permet de comprendre dans quelle mesure la Corée du Nord était particulièrement intéressée par un rapprochement avec Moscou dans ce sens. Vous avez compris que ce n'est pas sur le contenu quelque chose qui va avoir un impact, je dirais, décisif ni sur la guerre en Ukraine. La Russie ne va pas gagner la guerre en Ukraine grâce aux munitions nord-coréennes. Ça va permettre de la faire durer davantage, mais ce n'est pas un game changer. Et puis, de même, côté nord-coréen, les capacités de nuisance de Pyongyang vont peut-être gravir quelques échelons supplémentaires, mais on ne va pas non plus vers une situation de bascule sécuritaire dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est. Donc on est sur quelque chose qui reste, j'ai envie de dire, relativement modeste dans le contenu, mais qui est beaucoup plus important en revanche sur la symbolique. Alors, une symbolique qui bien sûr est déjà justifiée par la guerre en Ukraine et les condamnations dont fait l'objet Vladimir Poutine, donc le fait que le dirigeant russe rencontre un de ses homologues est en soi déjà un événement. C'est un événement d'autant plus intéressant que, rappelons-le, côté nord-coréen, le dirigeant sort très rarement de son pays. Il est arrivé au pouvoir en décembre 2011 à la faveur de la mort de son père. Il a dû attendre 2018 pour passer pour la première fois la frontière et puis aller en Chine, puis à Singapour et au Vietnam pour rencontrer Donald Trump. Et puis également, il avait à cette époque rencontré Vladimir Poutine. Donc on voit bien que depuis maintenant plus de 10 ans de leadership nord-coréen, Kim Jong-un s'est rendu à de très rares reprises à l'étranger. Donc c'est déjà en soi un événement important de ce point de vue dans la symbolique. C'est surtout important peut-être quand on met cela en relation avec l'actualité de la sécurité dans la péninsule coréenne et quand on regarde notamment la posture qui est tenue par la Corée du Sud et le président sud-coréen actuel, M. Yoon Suk-yeol. Yoon Suk-yeol est arrivé au pouvoir à la faveur d'une élection en mars 2022, c'est-à-dire très peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, et il a immédiatement adopté une posture très différente de celle de son prédécesseur Moon Jae-in, à savoir un durcissement du ton vis-à-vis de Pyongyang et l'exigence de garanties en matière de dénucléarisation et d'arrêt des gesticulations balistiques au préalable d'éventuelles négociations sur la pacification de la péninsule. On est là dans une posture qui est à l'exact opposé de celle de Moon Jae-in, son prédécesseur, et donc on assiste de fait depuis maintenant 1 an et demi à un durcissement de la relation entre Pyongyang et Séoul, un durcissement qui s'est accompagné de déclarations de la part du président sud-coréen, d'abord en direction de son voisin du Nord, mais aussi en direction de la Russie. Il faut savoir que la Corée du Sud est l'un des rares pays asiatiques qui sanctionne la Russie dans cette guerre qu'elle mène en Ukraine. C'est un des pays qui a, de manière délibérée, rejoint le camp occidental pour condamner cette agression. Et le président sud-coréen est allé beaucoup plus loin, d'abord en suggérant, c'était au printemps dernier, que la Corée du Sud puisse fournir des armes à l'Ukraine, ce qui d'ailleurs avait entraîné une réaction très vive et très brutale même de la part de Moscou, qui avait à l'époque déjà
annoncé que si la Corée du Sud se mêlait de ce conflit ukrainien, elle devrait en payer le coût en s'exposant notamment à un regain de tension dans la péninsule. Et donc on avait compris le message, nous sommes prêts, nous, à soutenir la Corée du Nord si vous soutenez l'Ukraine. On a envie de dire prophétie qui s'est fort malheureusement réalisée ou qui est en voie de réalisation. De la même manière, la Corée du Sud s'est considérablement rapprochée d'un certain nombre de partenaires européens, je pense en particulier à la Pologne, qui achète des armes et des systèmes d'armes sud-coréens. Et d'ailleurs, le jour de la rencontre de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, le Premier ministre sud-coréen était en visite officielle en Pologne pour précisément parler de nouveaux contrats unissant les deux pays. Donc on est dans une situation qui fait de la Corée du Sud un acteur, je dirais par acteur interposé, de cette guerre en Ukraine, et cela évidemment a pour effet d'irriter profondément Moscou, avec les conséquences que l'on observe. Donc on voit bien que cette rencontre entre les deux dirigeants, au-delà du fait qu'il y a sans doute un besoin imminent, qui d'ailleurs avait déjà été évoqué à l'occasion de rencontres antérieures entre les ministres de la Défense des deux pays, au-delà de cela, on voit qu'il y a une vraie symbolique qui consiste à mettre la pression sur Séoul, sur la Corée du Sud, et sur les agissements du président sud-coréen actuel. J'ai donc envie de dire, pour conclure, qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, depuis cette rencontre, de l'impact que cela pourrait avoir sur la guerre en Ukraine. Je rappelle que cet impact sera a priori limité, ou voire très limité, compte tenu des capacités qui sont celles de la Corée du Nord. On n'a en revanche quasiment jamais parlé de la Corée du Sud, qui est sans doute la vraie raison de cette rencontre, et qui se retrouve un petit peu prise pour cible à la fois de Pyongyang et de Moscou. Pour terminer, un petit mot quand même sur la Chine, qui a communiqué sur cette rencontre, non pas pour s'en réjouir, mais je dirais pour prendre acte de cette rencontre entre deux pays qui sont des partenaires de Pékin. Il faut noter cependant qu'on a observé un certain nombre d'idées reçues, voire de fantasmes autour de la position chinoise. Il n'y a pas d'abord de bloc unissant ces trois pays. Il n'y a pas non plus de relation triangulaire qui pourrait, par exemple, se traduire par une livraison d'armes de la Chine à la Russie via la Corée du Nord. Cela n'est pas inimaginable dans l'absolu et dans la durée, mais je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, nous ne disposons pas du moindre élément nous permettant d'étayer de telles allégations. Et puis par ailleurs, il n'est pas du tout dans l'intérêt de la Chine de se montrer aux côtés, de s'afficher aux côtés de la Russie en tant que co-belligérant. Et donc on est dans une situation qui fait de la Chine, je dirais, un spectateur un petit peu autre sur cette question. Notons que côté chinois, donc, on ne s'en réjouit pas particulièrement, on prend acte. Et on prend acte pourquoi ? Eh bien, j'ai envie de dire pour la raison la plus pragmatique du monde. La Corée du Nord est actuellement un pays ultra dépendant de la Chine. Et par conséquent, cette dépendance, en particulier économique, peut se traduire aussi par une forme de dépendance, voire de vassalité politique, dès lors que Vladimir Poutine évoque la possibilité d'étendre la coopération avec la Corée du Nord à d'autres secteurs de l'économie, et donc ne pas se limiter à un accord d'armement. Cette dépendance à Pékin pourrait être réduite, pourrait être limitée, et il va de soi que la Chine verrait alors potentiellement dans la Russie un compétiteur dans sa relation avec la Corée du Nord. Donc affaire à suivre, mais toujours est-il que c'est du côté de l'Asie du Nord-Est qu'il faut davantage se pencher pour comprendre les conséquences de cette rencontre extrêmement importante, à défaut d'être historique.